Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Source, le podcast où on décrypte les livres, les articles qui sont intemporels et où on les rend actionnables immédiatement. Salut à tous et bienvenue dans le podcast La Source. Moi c'est Franck et je suis un passionné de lecture. Je suis toujours à la recherche du bon bouquin, je suis toujours à la recherche du bon article, du dernier livre qui va pouvoir m'aider dans mon quotidien, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Et parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, on a besoin de limiter le nombre de lectures qu'on fait. On a besoin de se reposer sur un nombre de ressources qui sont fixes et qu'on va revisiter dans le temps. Le but, c'est de remonter à la source, de trouver les 20 livres de référence pour être meilleur professionnellement, être meilleur personnellement, mentalement, physiquement. Alors bienvenue dans cette aventure, bienvenue dans la source. On repart pour un deuxième épisode de la source. On va continuer la lecture, et en tout cas l'analyse et la réflexion sur le livre de Napoléon Hill. Donc je rappelle, c'est le livre Réfléchissez et devenez riche. Un livre très accessible, simple à lire, et surtout avec des applications qui peuvent être rapides à mettre en place pour chacun d'entre nous et qui peuvent nous donner des inspirations et nous donner des idées. Aujourd'hui, on va passer sur les 2 points suivants. La dernière fois, on avait parlé beaucoup de la pensée, le fait. On avait passé une bonne demi-heure à parler de ça, et les 2 chapitres qui suivent sont un peu liés. On va dire même on va aller sur les 3 chapitres qui suivent, qui sont en lien. C'est le désir, la foi et l'autosuggestion, qui sont trois points, donc les chapitres 2, 3, 4 de ce livre de Napoléon Hill, et on va les balayer ensemble pour continuer en fait cette aventure dans le livre Réfléchissez et devenez riche. On va voir ce qu'on va en tirer. On va parler du désir, de l'élaboration des plans. On va se faire aussi un pont avec les objectifs SMART et la mise en œuvre des objectifs. On va parler de croyances en soi, de confiance en soi, que Napoléon Hill met autour de la foi et de l'autosuggestion, qui était aussi en lien avec la partie de la visualisation dont on parlait la fois dernière, et l'idée de pouvoir influencer son propre état d'esprit au quotidien. Alors, je suis très content d'enchaîner avec ces différents chapitres. La première partie, en fait, dont on va traiter, c'est sur le désir. Le désir, qui est donc la partie numéro 2 de ce chapitre, et qui est assez intéressante, puisqu'en fait le désir, c'est ce qui nous permet d'enclencher le mouvement, d'enclencher le moteur vers lequel on va lancer notre énergie, de définir les objectifs aussi qu'on se fixe. Alors dans le bouquin, Napoléon Hill parle beaucoup d'argent, parle beaucoup de succès. Ces exemples sont des entrepreneurs qui ont réussi. On parle beaucoup d'Edison, on parle de Ford. Il y a 2 concepts sur lesquels on peut revenir, mais j'en ai un particulièrement que je voudrais développer. Et c'est notamment l'idée du plan. L'idée de mettre en place un plan pour atteindre ses objectifs. Alors tout au début du livre, il y a un concept aussi qui est assez commun dans le succès, ou en tout cas chez les grands entrepreneurs, ou en tout cas les entrepreneurs qui sont définis comme grands et qui ont, selon certains critères qui nous sont propres, réussi. C'est l'idée de vaincre ou mourir. L'idée aussi de vaincre ou mourir, derrière, il y a un concept de brûler les vaisseaux. Et quand on parle des vaisseaux, on parle des bateaux. Donc là, il y a une petite partie qui est consacrée à l'Antiquité et une histoire, notamment où un guerrier grec a gagné une bataille avec une armée qui était moins forte numériquement que celle de l'ennemi. Et Napoléon nous raconte
cette anecdote. Il y a un guerrier qui a fait monter ses soldats sur des vaisseaux et qui s'est dirigé vers le pays belligérant, le pays concurrent. Il a fait débarquer les hommes et les armes et a ensuite donné l'ordre de mettre le feu aux embarcations. Et ce même guerrier se communique vers ses soldats et leur dit les mots suivants. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus de bateaux. Cela veut dire que nous ne pourrons quitter ces rivages vivants que si nous gagnons la bataille. Nous n'avons plus le choix, il nous faut vaincre ou mourir. Et bien sûr, dans cette histoire, eh bien, elle remporte la victoire. Il y a deux choses qu'on peut tirer, en tout cas deux liens qu'on peut faire avec cette anecdote, et en tout cas cette petite histoire. Le premier, c'est un lien avec l'art de la guerre de Sun Tzu. Et Sun Tzu nous dit que pour gagner une bataille, en tout cas, un des leviers pour gagner une bataille, c'est de toujours laisser une porte de sortie à son adversaire, ne jamais l'acculer dans un coin, ne jamais le mettre dans une situation où il n'aurait pas d'autre choix que de se battre et que de gagner. Pourquoi ? Parce que en fait, l'animal, ou en tout cas les groupes d'hommes ou les armées qui sont acculés, qui n'ont plus rien à perdre, et ça se voit aussi, ça peut se voir en sport, hein, ça peut se voir dans ce secteur-là aussi. Quand on n'a plus rien à perdre, on donne tout, parce que c'est soit la mort, soit la victoire. Donc autant y aller à fond. Et le fait de brûler les vaisseaux, finalement, c'est de ne laisser aucune option. Alors, évidemment, quand on se bat contre un adversaire, Sun Tzu nous dit ne brûlez pas leurs vaisseaux, laissez-leur une échappatoire possible pour que ils puissent s'en aller et que vous puissiez gagner. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas dans cet exemple-là, pour prendre le sujet de Napoléon Hill, eh bien, il y a brûler les vaisseaux. Il y a cette histoire, en tout cas cette idée que brûler les vaisseaux, ne se laisser aucune option possible, eh bien, nous permet, en tout cas, nous force, dans tous les cas, à aller vers le succès, quoi qu'il arrive. C'est assez radical, mais finalement, on peut trouver un certain nombre d'exemples qui fonctionnent. J'investis tout mon argent dans un projet dans lequel je crois. Bon, il y a plus de... J'ai coupé mes vaisseaux, j'ai mis tous mes ronds dans ce projet, j'ai investi mon temps, je n'ai plus d'économie, j'investis ma vie de famille, mon confort de vie, je prends un risque, je mets tout dans un projet, je n'ai plus de vaisseau. Donc si ça rate, quelque part, j'ai une petite mort, ou en tout cas une difficulté qui devient importante, et donc fatalement, j'ai besoin de réussir. Est-ce que c'est nécessaire de brûler ces vaisseaux ? Franchement, je dirais que, en tout cas dans ma nature, d'avoir toujours avoir des idées, des plans secondaires. Par contre, derrière l'idée de brûler les vaisseaux, on n'est pas obligé non plus de se mettre à risque, d'hypothéquer sa maison, de vendre tout ce qu'on a pour une idée, pour la première idée farfelue qui nous vient. Mais il y a une idée d'engagement, en fait, d'engagement total, de ne pas se laisser le choix de poursuivre dans une direction. Est-ce que finalement, quand je suis employé, la meilleure solution pour que je puisse démarrer l'entrepreneuriat, c'est de créer un petit side business, un side project, et que petit à petit, j'ai ma sécurité de l'emploi, mais j'ai aussi mon projet que je développe petit à petit. Est-ce que finalement brûler les vaisseaux, ce n'est pas quitter son emploi, partir pour une aventure entrepreneuriale, partir pour un nouveau projet qui nous va, qui nous correspond plus, et que on ne veut pas de retour possible. C'est-à-dire que si le projet commence à balbutier, je ne veux pas pouvoir revenir en arrière, il faut que je puisse persévérer dans ce projet. Si je veux ouvrir une fromagerie n'importe où en France et que aujourd'hui je suis vendeur dans l'immobilier par exemple, mais que fondamentalement au fond de moi j'ai cette conviction que c'est mon projet et c'est mon envie d'aller ouvrir cette fromagerie, bon, je vais pas pouvoir forcément faire les deux, et donc je vais devoir couper les ponts. Je vais devoir brûler les vaisseaux et aller vers cet objectif qui est le mien. Après, ça ne veut pas dire, et c'est peut-être la deuxième partie de ce sujet, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller la tête baissée, il faut pas y aller bêtement. On peut pour ça bâtir un plan.
Et c'est justement son propos juste après. Tout être humain, et là c'est Napoléon, je relis Napoléon Hill, tout être humain à un moment donné souhaite avoir de l'argent. Lui, dans ce cadre-là, il parle beaucoup d'argent. Or, il ne suffit pas de souhaiter, d'ailleurs, on parle de l'argent, mais ça pourrait être d'autres choses. Or, il ne suffit pas de souhaiter être riche pour le devenir. Il faut le désirer jusqu'à l'obsession et bâtir dans ce but un plan précis et s'y tenir avec une persévérance de tous les instants. Donc brûler les vaisseaux, c'est bien, avoir un plan, ça aide aussi. Je ne vais pas acheter un local commercial pour faire ma fromagerie sans avoir un peu mis de jus de cerveau pour savoir si ça valait la peine et démissionner sans savoir si j'ai les fonds nécessaires, par exemple, pour tenir 1 an, 2 ans et développer, tester mon projet. Je peux brûler les vaisseaux avec quand même une petite idée du plan qui va suivre. Donc brûler les vaisseaux, ça ne veut pas dire aller aveuglément dans une direction. Brûler les vaisseaux, ça veut dire, à un moment donné, déclencher, prendre cette direction à 100% et y être dévoué. Voilà, on n'est pas obligé de faire les choses de manière... Alors, le seul enjeu, c'est de pouvoir aller dans une direction, en tout cas, de passer une étape qui est de devoir réussir. Je vais prendre un exemple qui a été le mien, donc c'est assez limitant, mais moi j'étais employé dans le conseil. J'avais une envie d'indépendance, d'autonomie. Le moyen le plus simple, en tout cas qui m'est apparu, c'était de faire du freelance dans le conseil, donc d'ouvrir une petite structure unipersonnelle et d'aller chercher des missions à droite à gauche. À un moment, il faut brûler les vaisseaux. À un moment, il faut démissionner, créer sa boîte, payer des avocats, des statuts pour pouvoir se lancer et pouvoir se donner de l'opportunité de réussir. Avant ce moment précis, il y a eu une phase de tâtonnement. Je suis employé dans une entreprise de conseil et je discute avec des potentiels clients qui me trouvent des missions, qui veulent travailler avec moi et finalement le timing est plus ou moins propice. Et là, on est face à un choix. Soit on continue d'être à 50-50, à moitié parti, à moitié ici, soit à un moment il faut couper les ponts. Et donc couper les ponts signifiait démissionner, signifiait ne pas avoir de parachute de sécurité, j'avais pas d'économie, et simplement se lancer. Donc en quelque sorte, j'ai brûlé mes vaisseaux. J'ai brûlé mes vaisseaux de manière raisonnée. Au pire, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? J'aurais retourné chez mes parents, j'aurais mangé de la soupe et des pâtes et ça aurait été le pire, sachant que derrière j'aurais pu repostuler, retrouver un emploi. Donc finalement le pire n'était pas non plus insurmontable, mais quand on est lancé dans cette action et qu'on se dévoue à ce projet, et bien voilà, on démissionne, on minimise les filets de sécurité que l'on a à ce moment-là et on avance. Donc en fait, voilà, brûler les vaisseaux et avoir un plan, c'est hyper important. Et Napoléon Hill nous partage ensuite un point qui est intéressant, qui est des instructions. Donc 6 instructions qui transforment les désirs en or. Toujours sur l'argent, on pourrait dire, transforme vos désirs en résultats. Et là, on parle de 6 choses. Donc, point 1, c'est de fixer le montant exact de la somme que vous désirez. Donc, il faut être précis. Il ne suffit pas de dire je veux beaucoup d'argent, mais préciser la quantité. Sachez exactement, point numéro 2, ce que vous allez donner en échange de l'argent que vous désirez. Point numéro 3, fixez avec précision la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. Point numéro 4, établissez un plan qui vous aidera à transformer votre désir et commencer immédiatement l'application de ce plan, même si vous jugez que vous n'êtes pas prêt. 5. Écrivez clairement sur un papier la somme que vous voulez acquérir, avec le délai et l'effort que vous allez y mettre, ainsi que le plan que vous avez précisé. Et 6. Lisez vos objectifs à voix haute, 2 fois par jour. Ça, c'est presque l'ordonnance du docteur Hill. Lisez vos objectifs à haute voix 2 fois par jour, le soir avant de vous endormir et le matin en vous réveillant.
Et pendant cette lecture, il est essentiel que vous vous voyiez, sentiez et croyiez en possession de cet argent. Et là, on parle d'argent, mais on pourrait parler d'objectifs. C'est là où, dans ces 6 instructions, je vois 2 choses. La première, qui est assez facile, c'est l'autosuggestion dont il parle un tout petit peu plus loin dans le livre. Et la deuxième, c'est que ces 6 instructions sont très en lien avec les objectifs SMART, dont on nous parle régulièrement. Donc, l'objectif SMART, je rappelle, c'est un objectif qui doit être spécifique, donc précis, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, c'est-à-dire qu'il y a une limite dans le temps. Et quand on lit ces 6 indications de Napoléon Hill, eh bien, on voit que effectivement, j'ai un objectif spécifique. Je me fixe un objectif, en l'occurrence, de devenir riche. Je mesure cet objectif, il est donc mesurable avec une quantité d'argent que je me serais fixé. Voilà, faire 1 million d'euros en 1 an, faire 100 millions d'euros en 2 ans. On peut se fixer n'importe quel objectif pour peu qu'il soit mesurable et atteignable. C'est-à-dire que j'ai un plan que je peux commencer dès maintenant dans la réalisation de cet objectif. Et puis c'est un objectif qui doit être réaliste aussi. Donc la réaliste, c'est à vous de juger la hauteur de la barre que vous fixez. Quand on veut écrire un livre, par exemple, eh bien, il y a une capacité de, voilà, je voudrais publier un livre dans l'année, eh bien, il faut pouvoir produire des pages, il faut pouvoir mesurer le fait qu'on puisse le publier aussi, et il faut se fixer une deadline. Ça, c'est le dernier point, une date limite. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, j'aurai réalisé mon objectif. Bon, ensuite, les 2 derniers points que Napoléon Hill prescrit, si je continue le petit lien avec la médecine, c'est de se le rappeler, donc de se faire cette autosuggestion le soir, le matin, mais au-delà de l'autosuggestion, il parle même de le vivre. Et ça, c'est intéressant, parce que en fait, on vient s'approprier l'état futur que va nous procurer la réussite ou la réalisation de cet objectif. Si mon objectif est d'être un sportif de haut niveau, je peux d'ores et déjà le visualiser, mais je peux aussi mettre en place le comportement, voir l'image, en tout cas changer mon image et mon image extérieure pour coller à cette vision future qui est celle de devenir un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je peux changer ma manière de m'exprimer. Je peux changer ma façon de me nourrir. Je peux changer mes routines quotidiennes, mes habits, pour petit à petit faire infuser l'idée que je suis un sportif de haut niveau et les sportifs de haut niveau ont ont des choses en commun. Et ces choses en commun, là, qui me ramènent cette idée d'être un sportif de haut niveau, je vais me l'approprier. Si pour vous, être un sportif de haut niveau, c'est, je ne sais pas, utiliser une marque spécifique pour vos survêtements, utiliser une marque spécifique pour vos chaussures, eh bien, jetez vos paires de pompes qui sont usées et achetez-vous des chaussures qui sont associées à votre idée de la performance. Achetez-vous du matériel qui est digne du matériel d'un sportif de haut niveau. Prenez un coach mental, prenez un coach physique, parce que les sportifs de haut niveau ont des assistants autour d'eux qui leur permettent d'aller plus loin. Donc si vous mettez ces actions en place, et donc là ça fait presque déjà écho au plan, si vous mettez l'environnement et si vous dégagez cette image de sportif de haut niveau qui est en lien avec votre objectif, l'objectif pourrait être: je voudrais gagner une compétition nationale dans le sport dans lequel je suis. Moi, je fais par exemple des sports de combat. Je fais du jiu-jitsu brésilien. Un objectif pourrait être de gagner les championnats de France. Et pour ça, dans l'image, si je me répète cet objectif, dans le fait de vivre cet objectif, eh bien, il y a un certain nombre d'étapes que je dois, en tout cas un certain nombre d'éléments que je dois cocher pour me dire que je suis en tout cas digne, ou en tout cas j'ai la confiance pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ça passe par ce que l'on pense, ce qu'on se dit, ce qu'on porte, ce qu'on mange, ce qu'on fait et l'aide que l'on demande. Et ça, c'est assez intéressant parce que en fait, dans ces 2 manières d'élaborer un plan,
Eh bien, il y a le plan très factuel, être précis, détailler les actions, commencer les actions, se donner une date limite, mais il y a ensuite vivre l'état dans lequel on sera quand le plan sera réalisé. Et donc, on peut tout doucement dériver vers les chapitres 3 et 4, qui sont la foi et l'autosuggestion. Alors, quand il parle de foi, on parle pas de foi, on parle pas de foi religieuse ici. On parle pas de foi religieuse, on parle plutôt de foi en nous-mêmes, plutôt de confiance en soi, je dirais. D'ailleurs, c'est l'introduction qui est une citation qui nous donne, c'est une foi judicieusement orientée donne à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse. Vous atteindrez les sommets les plus hauts, poussés par la force de cette nouvelle confiance en vous. Donc la foi ici, c'est la foi en soi, la confiance en soi. Et donc, c'est là qu'on a un lien très fort et donc avec l'autosuggestion, le fait de vivre la réalisation de cet objectif. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que la seule façon de développer volontairement la foi, la confiance, est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. N'importe quelle pensée répétée sans cesse au subconscient est finalement acceptée. Donc là, on est sur l'autosuggestion, c'est plus je me le dis, plus j'y crois, plus je me le dis, etc. Et c'est un cercle vertueux en quelque sorte. Mais au-delà de se dire il suffit que je me le dise pour réussir, c'est une histoire de mindset. Il le dit un peu plus loin d'ailleurs. Conduisez-vous exactement comme si vous aviez déjà reçu la réponse matérielle que vous désirez. Et là, on reboucle avec l'idée d'écrire ses objectifs, d'écrire l'état final, de se le dire, de se le répéter. Puisque ce qu'il nous dit, c'est conduisez-vous exactement comme si vous aviez déjà reçu la réponse matérielle que vous désiriez. Si votre objectif, c'est d'être un investisseur, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les finances, si vous voulez être un ponte de la finance, vous pouvez vous convaincre, vous faire confiance et augmenter votre confiance en adoptant les codes, en adoptant les attitudes qui vous amènent cette image-là et qui vous développe vers un stade qui est celui que vous voulez atteindre. Si vous voulez être un professeur de grande université, eh bien dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière d'échanger avec les autres, dans les sujets que vous allez aborder, en ayant cet objectif en tête, vous allez peut-être légèrement les modifier. Et donc, vous êtes déjà en train de changer votre comportement. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est et on en revient sur l'épisode de la dernière fois, sur la vision, se donner une vision. Derrière, on va en découler un plan. Ce plan, eh bien, on peut d'ores et déjà mettre en place des actions très précises au quotidien. Parce que ça peut être des actions qui vont nous amener à réaliser ce plan. Voilà, si je veux être un sportif de haut niveau, il y a un moment donné, il va falloir que je me lève et que j'aille faire des pompes. Et il va falloir que j'aille courir. Mais il y a d'autres séries d'actions qui sont plus en lien avec l'esprit. Et donc, je vais parler, je vais me comporter comme un sportif de haut niveau. Exemple, je vais me lever peut-être plus tôt. Je vais peut-être arrêter certains aliments. Je vais peut-être arrêter l'alcool. Je vais peut-être arrêter de fumer, même de manière occasionnelle en soirée. Chose que j'aurais pu faire puisque, en fait, dans mon esprit, j'ai intégré le fait que j'étais un sportif de haut niveau. Et dans mon idée du monde, le sportif de haut niveau ne fume pas, ne boit pas, ne mange pas trop, ne mange pas tel ou tel aliment. Et donc quelque part, on est déjà en train de faire un pas vers ce changement qui est en nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on se pose les bonnes questions et quelque part on s'aide à prioriser. Alors, voilà, je voulais pas trop m'étendre sur la foi et sur l'autosuggestion parce que finalement c'est assez lié, on le comprend assez facilement. L'idée c'est de se rappeler nos objectifs, c'est de se faire confiance, on peut aller jusqu'à se dire qu'on va y arriver, mais c'est vraiment voilà, il faut qu'on soit notre meilleur pote là-dedans. Il faut qu'on se pense capable de réussir. Alors pour terminer cet épisode, je pense qu'il y a plusieurs actions qui peuvent en découler, qui peuvent être dans la continuité de l'épisode de la dernière fois. La dernière fois, on avait parlé du temps que l'on passait à visualiser, ou en tout cas à s'offrir une vision sur les différents aspects de notre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, sportive.
Maintenant, au-delà de la vision, aujourd'hui, vraiment, est-ce que on peut avoir une vision générique, une vision globale, une intuition? Maintenant, on va descendre un cran plus loin là. Qu'est-ce que ça représente? Comment je peux mesurer que je me rapproche de cet objectif, que je me rapproche de cette vision et donc comment je mesure que ma vision est atteinte, soit à plus ou moins court terme, mais j'ai une vision, je veux la réaliser, j'ai une motivation. L'enjeu numéro 2 maintenant, c'est d'en fixer, comme disait Napoléon Hill plus tôt, en fixer le montant. Et ma vision, elle peut être liée à de l'argent, elle peut être liée à des objectifs chiffrés qui n'ont rien à voir avec des euros. Mais posez-vous, prenez une vision qui est en lien, une motivation personnelle liée à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle, à un objectif précis. Ça peut être de devenir un dessinateur, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux devenir un dessinateur. Je veux devenir un écrivain. Comment est-ce qu'on peut mesurer le fait que vous ayez progressé dans cet objectif? Fixez-vous une date, commencez à mettre en œuvre votre plan maintenant et posez-vous la question du comportement à mettre en place pour vous rapprocher de cet objectif, de la personne qui est capable de réaliser cet objectif. Et vous allez peu à peu changer peut-être une ou deux habitudes, un ou deux comportements. Et à partir de là, vous commencez déjà une sorte de transformation. Et je trouve que c'est assez intéressant dans la continuité, en tout cas au-delà des comportements extrêmes. Je brûle mes vaisseaux, je vends ma maison et je pars faire le tour du monde en autosuffisance pour montrer que c'est faisable. Voilà, ça peut être ça un rêve, j'en sais rien. On peut le faire de manière raisonnée, mais l'idée c'est toujours une vision, un montant, un délai, un plan qu'on peut mener d'action, un plan avec les actions qu'on peut mener immédiatement. Prenez votre téléphone, appelez quelqu'un, écrivez quelque chose, déplacez-vous, allez à un endroit. Tout ça sont des actions qu'on peut faire de manière immédiate et ensuite il y a vraiment une chose sur le comportement, c'est-à-dire est-ce que moi personnellement, maintenant que je me définis comme étant sportif de haut niveau, comme étant écrivain, comme étant artiste, comme étant chanteur, est-ce que les actions que je mets en place et les comportements que j'ai sont en lien avec cet objectif? On parle donc d'alignement. Prenez le temps, priorisez cette réflexion et on se voit très bientôt.